Et salut les Time Trotters, je suis ravie de vous retrouver pour notre 5e voyage dans le temps. Vous allez voir que dans cet épisode, j'ai essayé d'être plus concise sur les sujets pour pouvoir vous en mettre plus et surtout pour que vous ne vous endormiez pas sur votre clavier. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. C'est parti! Le téléphone a pris une très grande place dans notre quotidien. Mais qui a inventé cet appareil tellement familier ? Eh bien officiellement, ce serait Alexander Graham Bell. Il était scientifique, ingénieur et inventeur d'origine britanno-canadienne. Et il est né le 3 mars 1847 dans la capitale de l'Écosse, Édimbourg. Si je dis serait, c'est parce qu'une histoire obscure tourne autour de l'invention du téléphone. En effet, selon certains, le véritable inventeur de l'appareil serait en fait un Italien du nom de Antonio Meucci, né le 13 avril 1808 dans la ville de Florence, en Toscane. Mais voici comment l'affaire a débuté. En 1989, Basilio Catagne, ancien directeur général de l'agence de recherche et de développement des télécoms italiennes, découvre les travaux de Meucci. Et c'est en se basant sur ces travaux qu'il va émettre une théorie. Selon les documents, en 1850, Antonio Meucci, dont la femme est paralysée par l'arthrite, aurait construit et utilisé un appareil de communication afin de pouvoir lui parler de son bureau à sa chambre. Meucci va baptiser cet appareil le télétrophone. 10 années plus tard, il en fera la démonstration devant des journalistes. Et c'est là qu'un journal new-yorkais en langue italienne va couvrir l'événement. De ce fait, le vice-président de la Western Union Telegraph Company à New York, Edward B. Grant, va proposer à Meucci de venir faire une nouvelle démonstration dans ses locaux et aussi d'y entreposer son matériel. Grant lui demande par la même occasion d'examiner les plans de son invention et Meucci va les lui confier. Les documents en main, Grant va repousser indéfiniment la démonstration au point que Meucci va perdre les droits sur son invention en 1876. Le pauvre homme rencontre des problèmes financiers et ne peut pas renouveler ses droits du brevet. De son côté, Bell dépose le brevet du téléphone le 14 février 1876 et en obtient les droits le 7 mars de la même année. Drôle de coïncidence, non ? Cependant, le 11 juin 2002, la Chambre des représentants américaine a officiellement reconnu le rôle d'Antonio Meucci dans l'histoire du téléphone. Pour la petite histoire, la mère et la femme de Graham Bell étaient malheureusement sourdes. Vous ne trouvez pas que c'est quand même le comble pour l'inventeur du téléphone ? Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent le film Grease, sorti en 1978, avec John Travolta et Olivia Newton-John dans les rôles principaux. Mais saviez-vous qu'avant d'être un film, Grease était une comédie musicale ? Elle a été créée par Tim Jacobs et Warren Casey en 1971 au Kingston Mines Theatre de Chicago. Et c'est le 14 février 1972 que la comédie est interprétée jusqu'en 1980 pour plus de 3300 représentations à l'Eden Theatre de Broadway à New York. Puis, de 1997 à 2007, Grease passe à Londres et de nouveau à Broadway. Cette comédie musicale a détenu le record de longévité avant de se faire dépasser par une autre comédie musicale, A Chorus Line. Très récemment, le 31 janvier 2016, une adaptation télévisée de Grease a été diffusée aux USA. Julianne Hough et Aaron Tveit y jouent les premiers rôles. Parlons un peu science. À Édimbourg, toujours en Écosse, 2 chercheurs du nom de Ian Wilmut et Keith Campbell vont lors d'une manipulation génétique réaliser le premier clonage d'un mammifère dans les locaux de la PPL Therapeutics, spécialisée en génie génétique et en collaboration avec l'Institut Roslin. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer la différence entre un clonage et une fécondation in vitro, appelée aussi FIV. Alors que dans le cas d'une FIV, on utilise un ovule et un spermatozoïde, le clonage se fait à partir d'un noyau cellulaire, ici d'après les cellules de glande mammaire d'une brebis adulte, et d'un ovule énucléé d'une seconde brebis, c'est-à-dire privé de son propre noyau afin d'en implanter un autre. Évidemment, je schématise. Parmi les 30 embryons qui ont été récoltés, un seul va parvenir à se développer jusqu'à l'âge adulte, celui de la brebis mondialement connue, Dolly, née le 5 juillet 1996. Pour l'anecdote, le prénom de Dolly a été choisi en hommage à une chanteuse américaine, Dolly Parton, dotée d'une poitrine généreuse. Vous voyez le lien, glande mammaire, la poitrine de Dolly Parton, enfin voilà. Bon, chacun son humour, hein.
Bref, revenons à nos moutons, et là c'est le cas de le dire. Alors que l'espérance de vie d'une brebis se situe entre 10 et 12 ans, Dolly, qui est issue de cellules d'un sujet déjà âgé de 6 ans, a donc un patrimoine génétique dès la naissance de 6 ans. Certainement à cause de ce patrimoine génétique, Dolly vieillit prématurément et déclare des problèmes d'arthrite précoce ainsi que des problèmes respiratoires. Et malheureusement, c'est le 14 février 2003 que Dolly va être euthanasiée. On peut voir le corps de Dolly exposé au National Museum of Scotland à Édimbourg, mais personnellement je trouve ça plutôt glauque. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est YouTube, je pense que de ce côté-là vous êtes déjà au courant. Mais saviez-vous que YouTube a été créé le 14 février 2005 par Steve Chain, Chad Hurley et Jawed Karim, 3 anciens employés de PayPal. D'ailleurs, la toute première vidéo de YouTube est celle de Jawed Karim alors qu'il visite le zoo de San Diego. Elle est postée le 23 avril 2005. Par la suite, le 9 octobre 2006, Google rachète YouTube, mais conserve les 67 salariés ainsi que ses 3 fondateurs pour la somme de 1,65 milliard de dollars. Selon les sources de YouTube, à la date du 6 avril 2015, l'hébergeur est présent dans plus de 70 pays et est traduit dans 76 langues. Il couvre 95% des utilisateurs Internet mondiaux, dont 80% hors des États-Unis. Chaque minute, 300 heures de vidéos sont postées et chaque seconde, environ 43 000 vidéos sont regardées. Celui qui compte le plus d'abonnés est bien sûr PewDiePie, avec près de 42 millions, et Psy détient le plus haut taux de vues, qui est de 2,4 milliards, avec sa chanson Gangnam Style. Et pour finir, le siège de YouTube est basé à San Bruno, en Californie. Et bien sûr, je ne pouvais pas finir cet épisode sans parler de la Saint-Valentin, qui chez nous, pour ceux qui ne le savent pas, mais cela m'étonnerait beaucoup, se fête le 14 février. Nous allons surtout parler de comment se fête la Saint-Valentin dans d'autres pays, mais commençons par le début et parlons un peu de ses origines. C'est un poète anglais du XIVe siècle, Geoffrey Chaucer, qui mentionne dans ses écrits pour la première fois la coutume d'échanger des billets doux et d'appeler l'autre mon Valentin ou ma Valentine. D'ailleurs, l'un des billets de cette époque serait conservé à la British Library de Londres. Mon accent s'améliore. Au XIVe siècle, on pensait que le jour du 14 février était le jour où les oiseaux formaient des couples dans la nature. Il est donc resté le jour des amoureux. En France, ce sont les fleuristes qui se frottent les mains en faisant en une seule journée leur chiffre d'affaires d'une semaine. Les roses rouges, symbole d'amour et de passion, font bien sûr 80% des ventes. En Colombie, on fête la Saint-Valentin le 3e samedi du mois de septembre. On l'appelle le jour de l'amour et de l'amitié. Ce serait pas mal pour ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses pour la Saint-Valentin qui témoignent leur amitié à la place, comme les Colombiens. En Iran, il s'agit d'un festival au nom imprononçable pour moi et que je vous laisse lire, où l'on rend hommage à l'amour que l'on porte à sa mère et à son épouse. En Chine, la Saint-Valentin se fête à l'origine le 7 juillet du calendrier lunaire et est basée sur une très ancienne légende. L'histoire raconte qu'une fée tisserande serait tombée amoureuse d'un agriculteur. Ils se sont mariés et ont vécu heureux quelque temps. Malheureusement, la mère de la fée, contre ce mariage de nature différente, obligea sa fille à rentrer au ciel et créa une large rivière infranchissable pour séparer nos amoureux. Cette rivière est la Voie lactée. Je vous l'accorde, pas très optimiste cette histoire. Cependant, depuis les années 80, cette tradition est mise de côté par la jeune génération, qui s'est mise à l'heure occidentale en fêtant la Saint-Valentin le 14 février. Au Japon, c'est à la fin des années 50 que la Saint-Valentin est apparue grâce à des fabricants de chocolat. Ce jour-là, toujours le 14 février, les femmes offrent des chocolats aux hommes. Mais il faut distinguer 2 façons de les offrir. Par amour, et ces chocolats sont appelés des Onmei Shoko, et par courtoisie à ses collègues de travail, son patron et même sa famille. Et on les appelle alors les Geri Shoko. Un mois après, le 14 mars, commence le White Day. Les garçons qui ont reçu des Onmei Shoko offrent en retour des cadeaux comme du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie, mais toujours de couleur blanche. Par contre, si le garçon ne vous offre rien en retour, cela veut dire que l'amour n'est pas partagé.
Qu'est-ce que cela doit être long, tout un mois pour connaître la réponse. Avant de vous laisser, je voudrais vous faire découvrir, si ce n'est déjà fait, quelques chaînes qui pour moi méritent d'être connues et encouragées. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de la chaîne de Culture Moi, qui est une chaîne que j'adore, et je ne vous dis pas ça parce qu'il m'a fait la belle surprise de parler de Time Trotter dans une de ses vidéos. Il traite de sujets très intéressants dans un format court, avec un montage soigné et un bon rythme. N'hésitez surtout pas. Place aux jeunes filles avec Smart Cat. Sa chaîne traite de médecine et de psychologie, le tout vulgarisé bien sûr. Personnellement, je ne me lasse pas de ses psychovlogs où elle explique de façon très claire tout ce qui touche au domaine de la psychologie. Et pour finir, une chaîne qui est mon dernier coup de cœur, celle d'Elilou. Sur sa chaîne, elle nous parle d'une douce voix, de plein de choses que l'on ne soupçonne pas, d'animaux hors du commun, mais aussi de mythes et légendes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, un petit coup de pouce bleu et surtout partagez, c'est important. À très bientôt et prenez soin de vous.